lieu de mémoire aux portes de Paris, un slameur écrivain qui raconte le génocide rwandais à hauteur d'enfant, un historien spécialiste de l'immigration et de l'Algérie, Gaël Faye et Benjamin Stora se rencontrent au musée de l'histoire de l'immigration. L'écrivain, c'est Gaël Faye, le phénomène de la rentrée littéraire. Avec Petit Pays, son premier roman sorti en août dernier, il entre par la grande porte dans la famille des écrivains. Mais ses premiers textes sont beaucoup plus anciens et remontent à un traumatisme de l'enfance. J'ai commencé à écrire quelques jours avant d'être rapatrié en France. Puis après ces textes-là, je les ai mis en musique. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Né d'un père français et d'une mère rwandaise d'origine Tutsi, Gaël Faye a grandi au Burundi, pays voisin du Rwanda, avant et pendant le génocide. Il puise dans cette enfance des thèmes comme le paradis perdu, l'exil ou la double identité, et se fait d'abord un nom dans le milieu du rap. Ma femme, c'est une bombe, une hécatombe, et quand elle passe dans ton monde, tous les gars tombent. Mais qu'il tienne un micro ou un stylo, Gaël Faye fait l'unanimité. Petit Pays a intégré la liste du prix Goncourt dès sa sortie et remporté les prix Fnac et Cultura. L'historien, c'est Benjamin Stora. Lui aussi a vécu la guerre, celle d'Algérie, et le retour douloureux en France. Lui aussi raconte des histoires, mais avec la rigueur du chercheur. Benjamin Stora est l'un des premiers historiens français à s'attaquer au déni de la guerre d'un côté ou l'autre de la Méditerranée et au nécessaire travail de mémoire. Bref, commencer à regarder enfin en face ce qui s'est produit pendant la guerre d'Algérie. L'historien a aussi collaboré au film Indochine et coécrit Là-bas mon pays, long métrage consacré au retour d'un pied noir en Algérie. Aujourd'hui, Benjamin Stora publie une œuvre plus intime. Les photos de sa propre enfance illustrent son dernier ouvrage consacré aux Juifs d'Algérie. Gaël Faye et Benjamin Stora, deux époques, deux guerres, deux destins, mais une même quête personnelle. Voilà pourquoi nous les avons réunis au musée de l'histoire de l'immigration. Bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir Gaël Faye. Drôle d'endroit pour une rencontre. Dites-nous exactement, monsieur le président du musée de l'histoire de l'immigration en France, où on se trouve là exactement et face à quoi surtout? Nous sommes au palais de la Porte Dorée, qui est le dernier vestige de la gigantesque exposition coloniale de 1931. Et là, nous sommes dans le forum. Et dans ce forum, il y a tout autour des fresques magnifiques, d'ailleurs, des années 30, avec cette fresque qui symbolise la puissance de l'empire colonial. Là où le soleil ne se couche jamais, bien sûr, l'Asie, l'Afrique subsaharienne, etc. Et puis ce lieu, donc, est devenu le musée des colonies et ensuite le musée des arts africains et océaniens sous la conduite d'André Malraux dans les années 60. Eh bien, monsieur le président du musée, merci de nous accueillir chez vous. Maintenant, je vais vous accueillir chez moi. On va s'installer là. Benjamin Stora et Gaël Faye, merci d'avoir accepté le principe de ce dialogue. Benjamin Stora, vous dirigez ce magnifique musée de l'histoire de l'immigration. Vous publiez au Seuil une histoire dessinée de la guerre d'Algérie. Vous publiez un autre album chez Larousse, C'était hier en Algérie, 3 points de suspension. Gaël Faye, vous publiez, vous, chez Grasset, un roman qui s'intitule Petit Pays. Alors, c'est étonnant de voir 62 pour vous, 1962, 1995 pour vous, deux régions du monde et finalement deux expériences très similaire de l'arrivée en France, de l'arrivée dans la langue française. Racontez-nous l'histoire de votre exil. Racontez-nous ce que vous avez quitté précisément. Alors, j'ai quitté un Bujumbura, le Bujumbura du printemps 95, qui venait de vivre, ce pays venait de vivre 2 ans de guerre, avec, on disait, à peu près 50 000 morts sur cette période de 2 ans, qui avait été commencé avec un coup d'État en 93 et l'assassinat du président. Et donc, j'ai quitté cette violence qui était quotidienne. Et ce qui était étrange, c'était que nous avions vécu heureux.
Et le souvenir qu'on gardait de cet endroit qu'on quittait précipitamment, c'était ce souvenir de violence. Donc il y a eu aussi cette envie de renouer aussi avec le bonheur qu'il y avait eu avant. Donc j'aimais le Burundi où j'ai grandi, ce petit pays d'Afrique centrale perché en altitude, comme je dis dans certaines de mes chansons. C'était un lieu où je vivais entouré de famille, entouré d'amis, et j'ai dû le quitter. Donc en ça, c'est un exil. Benjamin Stora, français venu d'ailleurs, ça vous va ou pas? Et en exil ici? Forcément français venu d'ailleurs, puisque en fait, j'appartenais, moi, effectivement, aux Français d'Algérie. Les Juifs d'Algérie étaient français en 1962. Donc, ils pensaient être français à part entière. Mais c'était pas si simple, parce qu'en arrivant en France métropolitaine, bah, ils se sont aperçus que c'était pas tout à fait des Français comme les autres, notamment l'accent. Et c'est ça, c'est la langue française, hein, pour commencer. Parce que c'est fondamental, je veux dire, la question de la langue, parce que la France, c'est d'abord une patrie culturelle, fondamentalement. Hein. Et donc, la pratique de la langue et l'accent qui va ou pas avec cette langue, c'est quelque chose de fondamental, bien entendu. Donc, au lycée... Et en arrivant ici, vous avez appris à perdre l'accent pied noir? Ah bah oui, il fallait. Hein. Il fallait, parce que quand ça, c'était pas dans le regard de l'autre, c'est dans l'oreille de l'autre, ouais, qu'il y avait manifestement la tendance à voir des gens différents. Vous aviez quel âge quand vous êtes parti du Burundi? J'avais 13 ans. 13 ans. Et vous, Benjamin, quand vous êtes parti d'Algérie, quel âge? 12 ans. Par-delà les générations, est-ce que vous échangez un regard l'un sur l'autre? Et si oui, qu'est-ce que vous voyez chez celui qui est assis à côté de vous? Benjamin Stora? Ce que je peux voir d'abord, c'est effectivement une différence de génération. Et c'est ce qui marque, à mon avis, l'exil, c'est cette espèce de précarité. Je pense que ce qu'il peut y avoir de commun entre nous, c'est la sensation de la précarité, de l'hésitation, de l'incertitude. C'est-à-dire que tout peut s'effondrer, on peut partir tout de suite, quoi. Je veux dire, c'est ça, on est sur le qui-vive, en fait, fondamentalement. Et le vieillissement, tant d'années après. Oui, le vieillissement ne change rien à cette affaire-là. C'est-à-dire le sentiment de la possibilité de la perte, de l'abandon et de se retrouver seul. Ça, c'est quelque chose qui part pas dans le rapport aux autres, dans le rapport aux femmes, dans le rapport à l'histoire. Il y a cette question de la peur de se retrouver sans rien. Vous avez tous les deux fui après la guerre. Comment la guerre surgit dans la vie d'un enfant? Ça, vous le racontez parfaitement dans le livre. J'ai eu besoin de faire ce roman pour retrouver ces moments-là, parce que comme ça, on pourrait croire qu'il y a un moment, le coup d'État par exemple. Et en fait, la guerre, elle arrive par petites touches, comme par petites impressions. C'est un niveau qui monte. La guerre, c'est pas un événement, c'est pas un choc unique, c'est un niveau de violence qui monte progressivement, oui. C'est ça? Oui. Et on bascule à un moment. Et je me suis même rendu compte que dans la région d'où je venais, elle passait beaucoup par le langage, par les mots. Et c'est les mots qui ont commencé à être travestis, qui ont commencé à porter la violence en eux. Par exemple, vous pensez à quel mot? Je pense au mot cafard, Inyenzi, comme on disait au Rwanda. Et ce mot-là et d'ailleurs, on l'utilise encore aujourd'hui au Burundi, on entend dans les discours politiques. Donc c'est un mot qui désigne une partie de la population, sans vouloir dire son nom, mais tout le monde sait qu'on parle des Tutsis. Et c'est comme ça que on propage des idées, on propage des sentiments, on propage la haine. Benjamin Stora, en Algérie, c'est pareil, c'est un niveau de violence qui monte peu à peu avant qu'on bascule dans la guerre. C'est comme ça que vous vous en souvenez aujourd'hui? Ah, tout à fait, c'est une violence qui avance à petits pas, quoi. J'allais presque dire à bas bruit, puis d'un coup, il y a une déflagration. Alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans la rue, il se passe beaucoup de choses et on a peur. En fait, la guerre, c'est une addition de peurs qui viennent les unes derrière les autres et qui paralysent et qui conduit aussi à l'enfermement et à la solitude. C'est-à-dire qu'on se replie sur... Alors nous, on avait une particularité dans la ville où j'étais à Constantine. Les 2 dernières années, on sortait plus dans la rue. On jouait dans les terrasses, sur les terrasses. Et les enfants, donc, restaient à l'intérieur de la sphère familiale. Donc il y avait un retrait hors de l'espace public. Donc la guerre, par conséquent, on la voyait de loin. On l'entendait beaucoup plus qu'on la voyait, en fait, fondamentalement, puisqu'il y avait des explosions, les bombes qui étaient posées, etc., les barrages, bien sûr. Donc tous ces bruits de la guerre, en fait, qui marquent foncièrement, fondamentalement les imaginaires. J'ai l'impression qu'il vous a fallu du temps à tous les deux pour chercher les mots,
et pour les trouver, ceux qui convenaient justement au bonheur perdu, à l'enfance retrouvée. Je me trompe? Même dans les situations de guerre, il y a des moments de bonheur. Il y a des moments musicaux. Il y a des moments intenses, disons, de familiarité entre soi, dans la famille, etc. C'est-à-dire que c'est aussi le moment de l'enfance aussi. Hein. C'est-à-dire que la guerre ne détruit pas tout. Hein. Et elle ne détruit pas l'enfance. Non, elle n'arrive pas, même si on vieillit très vite, évidemment, dans la guerre, parce qu'on a peur de la perte des siens, principalement, c'est-à-dire de son père et de sa mère, des proches. Hein, c'est ça, surtout. Le reste, le pays, tout ça, on ne sait pas trop hein, quand on est enfant. Mais on sait la peur des siens. Mais même ça, même cette peur-là, disons, elle est sublimée quelque part par l'attachement, le bonheur familial, c'est-à-dire le resserrement des liens qui s'opèrent dans des situations d'urgence, dans des situations de crise et de détresse. Et ça, c'est très commun, effectivement. Ce qui fait que quand on est ensuite dans l'exil, plus tard, on se souvient de la violence, bien sûr, mais aussi du bonheur, mais aussi de la musique, mais aussi des moments familiaux extrêmement heureux dans le rapport qu'on a avec ses parents. Moi, je suis parti très très tard, même jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est beaucoup, hein, donc avec les femmes, hein, fondamentalement, jusqu'au jour où celle qui gardait le hammam a dit non, quand même, il est grand, le gosse, il peut plus rentrer maintenant. Moi, j'étais très étonné. Prendre le bain avec sa mère et ses tantes, ouais. Moi, j'étais très déçu, fondamentalement. Je voulais aller au hammam, et je me suis retrouvé avec les hommes, j'étais très déçu. Il y a une bande-son aussi dans votre livre, Gaël Faye. Il y a un travail sur les sonorités, les sons de l'enfance, les couleurs de l'enfance. Ça, on sent aussi que vous l'avez soigné de manière extraordinairement précise dans l'écriture. Le travail d'écriture, c'est magique parce que je trouve fait remonter comme ça des fragrances de souvenirs. Et effectivement, la nature, la luxuriance, le bruit des animaux, le bruit de la radio qui grésille de ces postes que tout le monde a, l'appel du muezzin aussi, de la nuit, tout ça, c'est des choses qui étaient là dans mon inconscient. Oui, on recrée ce monde-là. Benjamin Stora, quand on lit de près vos livres, on s'aperçoit que vos livres les plus intimes, les plus personnels, sont les plus récents. Oui. Que vous avez fait un travail d'historien impeccable sur toute cette période, sur l'Algérie, sur le Maghreb, sur les Juifs d'Algérie, sur les Juifs dans le Maghreb, sur les relations entre les deux rives de la Méditerranée, etc., etc., avant d'arriver enfin au cœur du sujet. Je me trompe ou pas? Ça a été très très long pour arriver à revenir sur moi-même. Il a fallu peut-être se détacher de toute une série de ghettos quelque part. Bon, il y avait le ghetto de Constantine, le ghetto militant politique, le ghetto universitaire. Il y a une magie du ghetto, attention, hein, c'est aussi formidable de vivre dans les ghettos. Hein, il y a cette espèce de joie du ghetto qui existe, hein, mais un enfermement, et donc on étouffe un peu dans le ghetto. Donc il a fallu aussi se dissocier de tout ça, et puis je suis parti vivre au Vietnam et au Maroc, où je suis resté 4 ans. Et je suis revenu ensuite en France en 2002, et là j'ai commencé à m'intéresser à moi-même. C'est-à-dire que dans ce deuxième exil très lointain, j'ai commencé à réfléchir sur mon parcours, sur la signification de ce parcours, et donc de descendre au fond de l'intime. Cette volonté de retrouver l'origine, de retrouver aussi toutes les failles, de traverser le miroir, de savoir ce qui se passait de l'autre côté, et puis de retrouver l'enfance, bien sûr. Quand je vous regarde tous les deux, je vois des rescapés. Non, moi je ne suis pas un rescapé parce que j'ai rencontré des vrais rescapés dans le sens des gens qui ont survécu à la mort véritablement. D'ailleurs, souvent ils se disent survivants plutôt que rescapés. Je ne ressens pas ça. J'ai pas vécu ce que des enfants ou des femmes, des hommes au Rwanda qui ont réchappé à la fosse commune ont pu vivre. Pour moi, ça a été... La guerre est plus qu'une question de bruit, de sensations. Bien sûr, j'ai vu de la violence, mais j'ai pas vécu ce que d'autres ont vécu. Donc j'ai été un témoin, plus qu'un rescapé. Benjamin est retourné en Algérie, dans sa ville, à Constantine. Vous êtes retourné sur place? Oui, je suis retourné souvent au Burundi. Je n'ai jamais vraiment rompu le lien. Et depuis 1 an, je vis au Rwanda, donc à côté.
qui est un pays qui ressemble vraiment beaucoup au Burundi, parce que j'avais aussi cette envie d'arrêter la nostalgie et cette sensation de l'exil. Je voulais m'ancrer à nouveau dans la région. À quoi ressemble un pays qui a connu un génocide 20 ans après, un peu plus de 20 ans après? Sur un tout petit territoire, les anciennes victimes et les anciens bourreaux cohabitent pacifiquement. Alors la paix des cœurs, ça c'est personnel, c'est intime, mais en tout cas, bien sûr, les défis sont immenses. Il y a eu 1 million de morts sur ce petit territoire. Les voisins ont tué leurs voisins. Et malgré ça, depuis 22 ans, il y a une société qui se reconstruit, qui se relève. Les gens essayent d'être dignes et debout. Mais je vais le formuler autrement, et excusez le mauvais jeu de mots, mais je sens la faille en vous. Oui, de toute façon, C'est un beau nom. Ouais, oui. C'est un nom magnifique. Et puis, vous savez, le Rwanda et le Burundi sont sur la faille tectonique, à l'endroit même où l'Afrique se sépare. Donc, on est dans la région des volcans. Et donc, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, c'est que dans cette région, les hommes sont pareils à la terre. C'est que ça paraît calme, et effectivement, la terre bouge, la lave est prête à remonter à la surface. Et bien sûr, je viens d'une histoire qui est une plaie béante, et il faudra du temps. Et ce sera peut-être aux enfants de mes enfants de continuer ce travail pour que leurs propres enfants puissent parvenir un jour à vivre avec cette histoire sans traumatisme. Je vous sens inquiet, vous aussi. Pas toujours, quand même. Pas toujours, voilà, c'est bien ce que je dis. Mais quand même, En permanence. fondamentalement et radicalement inquiet. Fondamentalement, non pas pessimiste. Hein, Non, j'ai dit inquiet, j'ai pas dit pessimiste. Inquiet, sur le qui-vive, disons. Il faut faire toujours un peu attention par rapport à ce qui peut se passer dans les sociétés, parce qu'effectivement, tout peut aller très vite. Tout peut aller très très vite. Dans le Vous basculement... restez sur le qui-vive en 2016. Au fond, oui, parce que tout peut aller très vite dans le basculement vers la haine de l'autre, quoi. Très vite, très très vite, ça va très vite. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode de parler d'antiracisme, par exemple. On dit, ouais, c'est fini, c'est archaïque, c'est dépassé. Non, je crois pas. Je crois que l'antiracisme reste encore quelque chose de très important dans les sociétés, la société française aujourd'hui, et qu'il faut rester vigilant. Gaël Faye, on sent que ce livre, c'est un moment important de votre vie. Sur quoi maintenant vous avez envie de travailler? Mon vrai travail, enfin ma principale activité, c'est la musique. Donc j'écris des chansons, je travaille sur un nouvel album. Et puis je travaille aussi sur un nouveau roman, mais qui se passera loin de cette région et loin de ces thématiques, parce que je pense aussi des fois qu'en se délestant un peu de son histoire, on peut revenir à soi par d'autres biais, mais plus inconscient, et ça m'intéresse aussi d'explorer ça. Par rapport à l'écriture romanesque, vous trouvez quoi dans un autre registre, comme le slam, que vous pratiquez également? Eh bien, c'est des phrases plus courtes, c'est un rythme qui est plus cadré. Le roman, c'était pour moi presque un océan sans fin, alors qu'il y a un rythme, il y a une langue plus cadrée, tout simplement. Ouais. Et ça donnerait quoi si je vous demandais de slammer, là, maintenant? Vous auriez envie de le faire sur quoi? Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, mais j'ai un texte qui parle de mon rapport à la télé, ou de notre rapport à la télé. Ça fait... Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise, à se demander « c'est quoi la télé ?» C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'1 million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique, mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. Extraordinaire.
Merci, messieurs les exilés. Dans une autre fois, je vous raconterai ma vie. Le Maroc. On est tous on est tous des Français venus d'ailleurs, de toute façon. Merci beaucoup pour ce dialogue. Merci. Merci.